Satou était un simple désespéré qui est tombé amoureux d'une princesse sexy d'un autre monde et l'a accidentellement épousée. Cependant, lorsque leur premier baiser réveille son pouvoir de héros et qu'il découvre qu'il doit séduire 5 princesses sexy pour devenir le plus fort, il part en quête pour sauver le monde. Tout a commencé un soir, lorsque Satou fouinait dans les bois, jusqu'à ce qu'il soit distrait par une lumière vive qui l'a fait tomber par terre. Lorsqu'il s'est relevé, il a vu une belle princesse nommée Ima et son grand-père sage, Alabasta. Cela fait 10 ans depuis l'incident, et Ima est devenue plus sexy que Sydney Sweeney, avec des atouts nucléaires. Un jour, en se rendant à l'école, Satou remarque une paire de bagues suspendues à son cou et se remémore le moment où elle lui a promis de l'épouser. Alors qu'il fixe les bagues, Ima lui dit que leurs chances de se marier sont plus faibles que ses chances qu'une bombe l'appelle papa. Plus tard, Ima l'invite à un festival du soir où il prévoit de lui avouer ses sentiments. Mais après s'être amusés ensemble, Ima lui annonce qu'elle quitte la ville et son cœur se brise en 1000 morceaux, en réalisant qu'il pourrait ne plus jamais la revoir. Quelques minutes plus tard, un Satou déprimé est allongé dans son lit mais se redresse en voyant une lumière vive dans les bois. Il s'y précipite rapidement et trouve Hime, qui lui dit qu'elle retourne dans son monde pour se marier parce qu'elle est une princesse. Elle disparaît ensuite dans la lumière, mais Satou refuse d'accepter cette fin et la suit. Lorsqu'il arrive, il est choqué de découvrir que la cérémonie de mariage a commencé. Mais avant qu'il ne puisse gâcher le mariage, une bête sombre de l'abîme attaque le château. Alors que tout le monde court pour sauver sa vie, Alabasta intervient pour contenir la situation, mais malgré sa puissance de sage, il finit par être jeté comme un déchet. Lorsqu'il comprend que la bête sombre ne peut être vaincue que par les anneaux suspendus à la poitrine de Haim, il lui crie de les donner à Marcia, le mari assigné de Haim, mais Him les donne à Satou à la place et l'embrasse. Lorsqu'il pose la main sur une épée, elle brille et il utilise sa force accrue pour trancher la bête sombre en deux. Cependant, il s'évanouit à cause de la perte d'énergie et se réveille pour trouver Hime assise à côté de lui le lendemain. Il rougit en se rappelant qu'elle l'a embrassé parce que cela signifie qu'elle l'aime, mais Hime lui dit qu'elle l'a fait seulement parce que son mari assigné était un étranger. Plus tard dans la journée, Satou apparaît devant le peuple du royaume de Nokana, où il est acclamé comme un héros qui va les sauver. Après avoir surmonté sa peur de la scène, il décide de se baigner dans la source chaude royale, mais Hime arrive et le rejoint. Lorsqu'elle entre, elle s'excuse auprès de Satou d'avoir mis la responsabilité du monde sur ses épaules, mais Satou l'ignore car il fera tout pour atteindre son objectif. Il promet de rester dans ce monde et de le protéger, surtout parce que le monstre d'hier en voulait à la vie de Haim. En entendant cela, Him se remémore le passé et réalise que Satou a toujours été son héros. Elle accepte de rester à ses côtés, mais prévient que ses jambes resteront fermées jusqu'à ce qu'elle voie ce qu'il a à offrir. Satou se sent soulagé après avoir entendu cela et aime qu'elle l'ait choisi même si c'était sur un coup de tête. Il admet aussi qu'il l'aime depuis un moment, bien que Haime essaie de décrire ses sentiments comme platoniques. Cependant, avant que Haime puisse voir ce qu'il a à offrir, la cloche d'urgence retentit et un groupe de bêtes sombres attaque le royaume. Immédiatement, Satou et Haime se précipitent pour être informés de la situation. Après avoir appris l'existence des monstres à l'extérieur, il saisit une arme pour se battre. Mais avant de se lancer, Hime l'embrasse d'abord pour renforcer sa force au combat, et avec cela, Satou mène l'attaque. Dehors, une bête sombre essaie d'attaquer une servante, alors Satou arrive et la coupe en deux. Surpris qu'il ne se soit pas encore évanoui, Alabasta lui dit que c'est à cause du baiser qu'il a partagé avec Hime, et révèle que son lien avec Hime se traduit par du pouvoir. Avec cela en tête, Satou réalise qu'il devra emmener Hime à la ville des plaisirs. Sacrée bonne affaire, avant de pouvoir atteindre son plein potentiel, mais il sort de ses pensées lorsqu'un chevalier noir apparaît au-dessus de lui. Une fois que le chevalier noir remarque que Satou brandit l'anneau de Leet, il descend pour l'affronter, mais Satou charge aveuglément, ignorant les avertissements d'Alabasta de reculer. En conséquence, il est projeté contre un mur. Alors il écoute finalement Alabasta et prend la fuite. Alors qu'il s'enfuit, le chevalier noir envoie des bêtes sombres à sa poursuite, mais Alabasta les intercepte avec sa magie, seulement pour être choqué lorsque le chevalier noir apparaît sur leur route d'évasion. Avant que les choses ne s'aggravent, Marcia arrive, illumine le chevalier noir et montre le chemin vers une autre sortie où Satou rencontre Hime. Ils quittent tous le royaume sur un char et en chemin, Satou remercie Marcia pour toute l'aide. Curieux, il demande si le royaume sera en sécurité et Alabasta explique que la bête noire partira puisqu'elle est après le roi des anneaux et les anneaux. Lorsqu'il mentionne que vaincre le chevalier noir sera difficile, Satou ressent que c'est sa responsabilité de le combattre, mais Alabasta précise qu'il fuit parce qu'il n'est pas assez fort. Il dit à Satou qu'il n'a qu'une fraction de ses pouvoirs et révèle qu'il devra obtenir les 4 anneaux restants des autres princesses. En entendant cela, Satou panique parce que cela signifie qu'il devra épouser 4 autres filles sexy.
Oui, 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 oui. Tandis que Hime devient jalouse parce qu'elle n'aime pas partager. Plus tard dans la soirée, ils arrivent à une auberge et comme il n'y a que 2 chambres disponibles, Satu est obligé d'en partager une avec Hime. Avant de partir, Alabasta raconte l'histoire du premier roi des anneaux qui existait il y a des centaines d'années, lorsque le monde était sur le point d'être consumé par les ténèbres. À cette époque, de nombreuses nations étaient couvertes par l'ombre de la mort et perdues. Alors le roi des anneaux a cherché à dissiper ces ténèbres en forgeant 5 anneaux imprégnés de magie. Les 5 anneaux étaient l'anneau de Lith et les 4 autres éléments, et il les a utilisés pour mener une bataille acharnée, où il a vaincu le roi des abysses et l'a scellé. Avec le temps, le roi des anneaux a épousé 5 princesses et chaque anneau a été transmis à travers les générations dans 5 nations différentes. Actuellement, le roi des abysses a ressuscité et Alabasta craint qu'il ne soit déjà en train de retrouver son pouvoir, car ce serait la fin du jeu si c'était le cas. Il déclare que le devoir du roi des anneaux est d'obtenir tous les anneaux des 5 princesses et d'utiliser leur pouvoir pour sceller les abysses. Après la conférence, Hime rejoint Satu au lit et est choquée lorsqu'elle remarque tous les bleus sur son dos. Son humeur change. Alors qu'elle attribue son état à sa décision imprudente, elle sort donc prendre l'air. Satu la suit, mais même après avoir cherché dans l'auberge, il ne la trouve pas. À la place, il tombe sur Mars, qui pense immédiatement qu'ils ont des problèmes de chambre. Mais Sato se défend et le nie. Mars exprime alors sa gratitude à Sato pour être apparu comme il l'a fait, car il n'a jamais voulu être le roi des anneaux. Il félicite Sato d'avoir quitté son monde pour Hime et se dit qu'elle doit être précieuse pour lui. Il lui indique donc la direction où Hime est parti et l'envoie. Quand Sato trouve enfin Hime, il lui dit qu'il l'aime tellement et qu'il l'a rejointe dans ce monde parce qu'il veut être ici. Il lui dit aussi de ne pas se sentir responsable de ce qui lui arrive, et Hime sourit, voyant qu'il a une détermination claire. Quant à elle, sa détermination vacille parce qu'elle était prête à épouser un étranger pour protéger ce monde. Et maintenant, elle est confuse depuis que Sato est apparu. Elle admet qu'elle est amoureuse de lui, mais n'aime pas qu'il rencontre d'autres princesses et mange leur gâteau. En entendant cela, Sato s'excuse d'avoir été insensible, mais Hime lui dit que ça va et révèle qu'elle est prête à remplir son devoir envers lui en tant que sa femme. Pourtant, lorsqu'ils atteignent la chambre, le couple se fige car ils sont trop timides pour faire le premier pas. Après un moment, Sato finit par prendre son courage à 2 mains et plaque Hime sur le lit, mais il devient nerveux car elle est trop pour lui. Alors il lui demande de reporter leur séance de conception d'enfant jusqu'à ce qu'il ait ajouté un pouce supplémentaire, et elle accepte. Ma déception est immense. Finalement, elle lui donne un baiser de bonne nuit, mais le lendemain matin, elle a l'air fatiguée parce qu'elle n'a pas pu dormir dans le même lit que Sato. Alabasta leur conseille de renforcer leur lien, mais Hime pense que la seule chose qui sera longue et difficile, c'est leur journée à venir. Avant de quitter l'auberge, Mars donne au couple une cape royale pour qu'ils ne se fassent pas trop remarquer à cause de leur tenue d'un autre monde. Alabasta révèle que leur prochaine destination est le village caché des elfes appelé Romka. Et parce que leurs poussins sont si séduisants, le sage excentrique a hâte d'y arriver rapidement. Jalouse, Hime rappelle à Sato qu'elle est sa femme, avertissant qu'aucune aventure avec une méchante elfe ne vaut un divorce. En arrivant à Romka, il découvre que le village est entouré d'un mur de tempête qui bloque l'entrée aux étrangers. Alabasta trouve étrange que le village soit devenu ainsi, car la dernière fois qu'il est venu ici, il n'y avait pas de mur de tempête. Soudain, un ours apparaît et Sato pense que ce serait une excellente idée de devenir ami avec lui. Mais après que l'ours ouvre la bouche, il rejoint les autres pour s'enfuir. Ils se retrouvent bientôt piégés sans issue, mais grâce à quelques elfes, ils parviennent à éviter de se faire manger. Alabasta les remercie pour leur aide, et après cela, Sato se présente comme le roi des anneaux et demande à voir leur princesse. L'humeur des 2 elfes change après avoir entendu la demande de Sato, mais ils acceptent de le conduire à leur palais sacré. En arrivant, Sato trouve Néferétis, la princesse, cachée derrière son trône, et comprend rapidement qu'elle a peur de lui. Une fois qu'elle trouve le courage de parler, elle demande à Sato s'il est marié à Hime, et quand il l'admet, elle panique et s'enfuit, pensant qu'il a déjà applaudi Hime. Alors que Sato assimile ce qui vient de se passer, le frère de Néphritis, Jade, apparaît et s'excuse d'avoir une sœur recluse. Il se présente comme le fils aîné de l'ancien roi du vent de Romka et fait entourer Sato par ses gardes lorsqu'il réalise qu'il est le roi des anneaux. Alors que les autres se demandent ce qui se passe, Jade promet de les accueillir correctement, mais insiste pour mettre Sato en détention pendant un moment. Cependant, il retient Sato dans une cave et s'effondre à l'idée que sa sœur innocente soit au lit avec lui. Il appelle Néphritis un ange, soulignant qu'elle n'a pas quitté le château ou les frontières de leur nation pour certaines raisons. Et parce qu'elle a 54 ans, il trouve que c'est beaucoup trop tôt pour qu'elle se marie. Et quoi ? Il promet également de la voir devenir une femme mature et condamne Sato à attendre 8 décennies avant de pouvoir la voir. En partant, Sato panique, car rester là signifie qu'il mourra sans avoir perdu sa virginité.
Pendant ce temps, Jad est interrogé par un garde sur ses actions, et il révèle qu'il ne se soucie pas du roi des anneaux, parce qu'il croit que leur nation est en sécurité, tant que le mur de tempête existe. Environ 3 jours plus tard, Sato est épuisé par l'obsession sans fin, mais il trouve une autre raison de s'exciter lorsqu'une elfe séduisante nommée Perido apparaît dans sa cellule. Elle le plaque sur le lit et lui couvre la bouche, lui demandant ce qu'il cherche à accomplir en obtenant les 5 anneaux. Au fond d'elle, elle pense que Sato veut être assez puissant pour séduire toutes les elfes sexy, mais elle est choquée de découvrir que Sato est seulement intéressé par séduire Hime et la faire l'appeler papa. « Oh oui, papa !» En conséquence, Perido s'intéresse à lui, alors elle le fait sortir de la cave et le conduit à l'endroit où l'autre anneau est gardé. En arrivant, il trouve l'anneau du vent sur les corps pétrifiés de l'ancien roi et de la reine du royaume. Mais avant qu'il ne puisse demander pourquoi Néphritis ne l'a pas, Perido l'entraîne dans un coin pour éviter d'être repéré. Juste à ce moment-là, Néphritis apparaît dans le temple et prie ses parents, promettant de ne jamais rejoindre Sato en dehors du royaume. Curieux, Sato demande à propos des statues, et il est choqué d'apprendre qu'elles sont la raison derrière le mur de tempête. Il finit par être repéré par Néphritis, qui s'évanouit dès qu'elle le voit, mais il la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Bientôt, Jad apprend que Néphritis a disparu, et il panique, pensant que Sato pourrait être impliqué. Pendant ce temps, Sato est assis seul à côté de Néphritis, qui dort, attendant qu'elle se réveille parce qu'auparavant, Perido lui a dit de trouver un moyen de convaincre la princesse de se rallier à sa cause. Alors que Néphritis dort, les désirs mondains de Sato se manifestent, mais elle se réveille avant qu'il ne puisse mettre quelque chose dans sa bouche. Néphritis panique en le voyant de près. Pendant ce temps, Jad vérifie la cave et se rend compte que Sato est parti. Il soupçonne immédiatement que Sato est impliqué dans la disparition de Néphritis, seulement pour être choqué lorsque Perido arrive et lui dit que Sato s'est enfui avec Néphritis. Jad s'effondre à l'idée que Néphritis soit souillé par Sato, mais lorsqu'il se calme, il commence à soupçonner Perido et promet de fouiller son repère. En attendant, Néphritis devient timide parce qu'elle a vomi sur ses vêtements, et Sato l'a aidé à les laver. Pendant qu'il parle, Sato remarque son intérêt soudain pour son monde, et trouve cela étrange, car elle n'est pas du genre à sortir. Mais Néphritis admet qu'elle lit habituellement les livres que Jad lui donne, et pour elle, lire ces livres est amusant, surtout parce qu'elle peut créer des images mentales de ce à quoi ressemble le monde extérieur. 2000. Après cela, Sato a révélé qu'il n'était pas venu dans ce monde pour des pouvoirs spéciaux, mais parce qu'il ne voulait pas être séparé de la femme qu'il aimait. En entendant cela, Néphritas commence à le voir différemment, alors elle se jette sur lui et promet de le rejoindre dans son monde un jour. Mais dans son excitation, elle oublie à quel point ils sont proches, et quand elle voit Sato fixer son décolleté, son visage devient rouge. Curieux, Sato demande pourquoi elle n'est jamais sortie, malgré son intérêt pour les autres mondes. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jad se tient dehors et l'appelle. Sato lui dit qu'elle n'est pas obligée d'être sa femme et que c'est à elle de décider si elle veut être avec lui ou non. Alors, Néphritas décide de raisonner son frère pour qu'ils soient tous sur la même longueur d'onde. Dehors, Néphritas essaie de convaincre Jad que Sato est un homme bien, mais Jad refuse d'écouter, car il pense que l'anneau du vent ne devrait pas quitter ses parents pétrifiés. Lorsque Néphritas soutient qu'elle devra l'hériter un jour, Jad la réprimande et lui dit qu'il ne demande pas son avis. Avec cela, tout son zèle pour le convaincre meurt, et elle finit par se ranger de son côté. Maintenant, Sato se tient seul contre Jad qui est sur le point de le juger pour s'être évadé de prison. Cependant, Perido apparaît et prend la responsabilité de l'avoir fait sortir. Mais Jad accepte de fermer les yeux tant qu'elle surveille Sato. Plus tard, Sato rencontre Hime, qui est un peu jalouse qu'il ait réussi à se familiariser avec Néphritas. Alors que Sato s'en rend compte, Perido apparaît et se présente comme la plus vieille elfe de Romka. En réalisant qu'elle a quelques siècles, Sato lui demande des informations sur les parents de Néphritas, et elle accepte de leur donner une leçon d'histoire sur comment le royaume de Romka est devenu enveloppé dans un mur de tempête. Dans le passé, la mère de Néphritas et Jad n'était pas la première à devoir hériter de l'anneau du vent parce qu'elle avait une sœur aînée. Pour empêcher l'anneau de quitter le village, il y avait une règle qui obligeait les princesses à épouser quelqu'un de leur royaume. Cependant, la princesse aînée est tombée amoureuse d'un voyageur humain, et on croyait qu'il voulait voler l'anneau du vent dès le début. Cela a provoqué la propagation de diverses rumeurs parmi le peuple, et en peu de temps, tout le monde était convaincu à propos de l'étranger. Surtout que l'amour de la princesse pour lui devenait de plus en plus fort. Mais un jour, il a soudainement cessé d'apparaître devant la princesse, et Perido ne pouvait pas dire ce qui l'avait fait disparaître. Sa disparition plongea le cœur de la princesse dans le désespoir. Alors elle quitta le royaume après l'avoir maudit pour qu'il soit englouti par l'abîme. La malédiction pesait lourdement sur la race elfique en raison de leur longue espérance de vie, si bien qu'au fil des années, le peuple fut de plus en plus consumé par la peur. Lorsque les parents de Néphritas ont hérité de l'anneau du vent, ils se sont sacrifiés pour créer une barrière de vent autour du royaume afin de le protéger.
Mais avant cela, la mère de Néphritas a fait promettre à sa fille de ne jamais s'aventurer au-delà du mur de vent, ce qui l'a amenée à devenir une princesse recluse. Actuellement, Néphritas se souvient de la promesse qu'elle a faite à sa mère, et elle pleure parce qu'elle est partie. Le lendemain, Alabasta dit à Sato d'ignorer pour l'instant l'anneau de vent et de trouver les autres princesses car il manque de temps. Bien que Sato le sache, il se sent mal de partir puisque Néphritas s'est fait gronder à cause de lui. Pendant ce temps, Jade reçoit un rapport d'un garde et apprend qu'une meute de bêtes sombres a franchi le mur de la tempête. Choquée, Jade devient frustrée parce que la barrière que ses parents ont sacrifié leur vie pour ériger est franchie par des monstres. Pendant ce temps, alors que Sato se prépare à quitter Romka, il remarque la brèche et voit que les bêtes sombres se dirigent vers le palais. Immédiatement, il annule son voyage et permet à Hime de l'embrasser pour qu'il soit assez puissant pour se battre. Alors que les bêtes sombres terrorisent les citoyens, Peridot informe Néphritas de la brèche. Mais la princesse recluse choisit de rester à l'intérieur, croyant que son frère gérera la situation. Pendant ce temps, un chevalier noir entre dans le temple de Romkan et tente de voler les anneaux du vent du couple pétrifié. Mais il est interrompu lorsque Jade arrive. En voyant que le chevalier noir est après les anneaux du vent, Jade l'attaque parce que le royaume perdra son mur de tempête si les anneaux disparaissent, mais il est contré et jeté au sol comme un déchet. Cependant, il se relève et se prépare à se battre à nouveau, malgré le fait qu'il sait que ses chances de gagner sont proches de zéro. Lorsque le chevalier noir attaque à nouveau, Jade prend une position défensive pour bloquer, mais Alabasta arrive avec les autres et le sauve. Plutôt que d'être reconnaissant, Jade se demande pourquoi Sato est revenu, mais Sato lui dit que ce n'est pas pour sauver sa vilaine tête. Il dit qu'il est là parce que le royaume est la maison de Néphritas et qu'il aimerait le protéger. Il active ensuite le pouvoir de l'anneau et rejoint Marka pour combattre. Mais malgré tant de puissance, le chevalier noir le domine facilement. Au fond d'elle, Hime sait que le coup de pouce qu'elle lui a donné plus tôt n'était pas suffisant. Alors elle se précipite dans la chambre de Néphritas et essaie de demander son aide. Pendant ce temps, Alabasta conseille à Sato de battre en retraite parce que le chevalier noir est trop fort. Mais Sato refuse parce que l'anneau du vent est en danger. Soudain, Peridot apparaît et lui dit que Hime essaie de convaincre Néphritas de l'aider. Choqué, il se demande pourquoi Hime fait cela, et Peridot lui dit que c'est parce que Hime tient beaucoup à lui. Elle le rejoint alors dans la bataille et utilise sa magie du vent pour gagner du temps pour Ham. Ham, quant à elle, parvient à convaincre Néphritas d'épouser Sato. Alors Sato arrive au temple de Romkan pour briser les corps pétrifiés de ses parents et obtenir les anneaux du vent. Avant que Jade ne puisse comprendre ce qui va se passer, Hime aide Néphritas à détruire la statue, ce qui provoque la dissolution du mur de tempête, protégeant le royaume. Sans réfléchir à deux fois, Néphritas embrasse Sato et lui donne l'anneau du vent, ce qui lui permet de manipuler l'air à l'extérieur du palais et de combattre toutes les bêtes sombres. Après cela, Sato charge le chevalier noir, mais en chemin, le chevalier noir lui envoie une rafale de vent. Cependant, Sato trouve étrange qu'il puisse maintenant manipuler l'attaque de vent de l'ennemi, alors il la dissout et vainc le chevalier noir. Mais il s'évanouit après avoir utilisé trop de magie et se réveille le lendemain pour trouver Hime dans son lit. Bientôt, un noble nommé Smaragdi entre dans sa chambre et le remercie d'avoir sauvé le royaume des bêtes sombres. Confus, Sato demande qui elle est et Alabasta révèle qu'elle est la sœur aînée de la reine précédente. En entendant cela, Hime réalise que Smaragdi était la princesse qui a fui le pays après y avoir jeté une malédiction. Curieux, Sato demande ce qu'elle fait là, mais Peridot lui rappelle qu'elle était celle derrière le masque du chevalier noir. Bien que tout semble choquant pour Sato, cela commence à avoir du sens lorsque Peridot lui montre la bague qui contrôlait Smaragdi. Smaragdi avoue qu'elle l'a obtenue après avoir fui le royaume à l'époque où son cœur était rempli de désespoir après avoir perdu l'homme qu'elle aimait. Alors qu'elle errait, le roi des abysses a profité de sa douleur et l'a attirée à prendre la bague du vent sombre, qu'il a transformée en chevalier noir. Actuellement, Sato trouve agaçant d'avoir peu d'informations sur le roi des abysses. Alors Perona lui dit que le roi des abysses a été vaincu par le précédent roi des anneaux et scellé à Vanna, un endroit très au nord. Alabasta intervient ensuite, ajoutant que bien que personne n'ait vu le roi des abysses, il crée des chevaliers noirs en utilisant ses anneaux noirs et les envoie attaquer des innocents. En entendant cela, Sato réalise qu'il doit se dépêcher d'obtenir les autres anneaux, mais il est forcé de se reposer car il n'est pas complètement rétabli. Ce soir-là, il se retrouve dans la source chaude avec les deux princesses qui se disputent pour savoir qui sera applaudi en premier. Mon heure est venue. Hime ment, disant que Sato l'a applaudi plusieurs fois pour rendre Néphritis jalouse. Mais Perona entend et devient intéressée à voir à quel point Sato applaudit fort. Elle met Hime sous les projecteurs et s'assoit pour la regarder en direct lors de la performance de Lifon. Mais Sato repousse Ham, affirmant qu'il ne veut pas être poussé à la frapper. Cependant, il finit par montrer à tout le monde ce qu'il a, et Néphritis perd temporairement la vue. Pendant ce temps, Alabasta rencontre Smaragdi et lui remet un pendentif de son ancien amant, qui s'est enfui.
Il lui dit que son ex est vivant et qu'il est parti parce qu'il ne supportait pas de l'avoir scruté par son peuple à cause de lui. Smaragdi devient émotive en entendant cela, mais le lendemain, après le départ d'Alabasta, elle réalise que le vieux sage était son ex depuis le début. Oh non. Quelques jours plus tard, Satou apparaît d'une manière ou d'une autre dans son monde, et Hime lui prépare un bon plat quand il rentre chez lui, lorsqu'elle lui demande s'il préfère manger avant de manger ou après avoir mangé. Sex, Shirts. Le costume de Satou disparaît mystérieusement, et il jette Hime dans sa chambre pour manger ses gâteaux. Cependant, après l'avoir jeté sur le lit, Néphritis prend la place de Hime, et Hime est forcée de regarder. Mais elle se réveille en sursaut et réalise que ce n'était qu'un cauchemar. Après cela, elle rejoint Satou pour le petit déjeuner, et Alabasta révèle qu'il devrait visiter le pays de l'eau, où résident les Dragonfolk. Pendant ce temps, Néphritis s'étouffe avec la viande de Satou, alors Satou vérifie qu'elle va bien. Pendant qu'il fait cela, Hime devient jalouse parce que Néphritis reçoit toute l'attention de Satou ces derniers temps. Alors elle l'appelle pour voir s'il va s'occuper d'elle. À sa grande surprise, Satou l'ignore et lui dit de se débrouiller, et elle s'effondre. Quand Satou s'en aperçoit, il la poursuit, mais est choqué de trouver une ville en mouvement de l'autre côté des bois. Quand Alabasta arrive, il révèle que la ville en mouvement est le pays du feu, appelé Nedakita, qui est une nation pleine de chevaliers errants et de gens-chats. Comme il est rare de croiser la ville en mouvement, Alabasta suggère de reporter leur voyage au pays de l'eau pour qu'ils puissent rencontrer la princesse du feu. Cependant, l'humeur de Marcia change après avoir entendu cela, et Satou soupçonne qu'elle pourrait avoir quelqu'un qu'il voulait voir au nord. En arrivant dans la ville en mouvement, les signaux de nerfs de Néphritis s'activent, et elle commence à raconter le folklore des Catfolk sans qu'on le lui demande, juste en voyant leur marché. Alabasta la félicite pour avoir presque égalé sa connaissance, mais il en fait trop, en se lançant dans une autre conférence sur la façon dont la ville en mouvement a été construite. Malheureusement pour lui, Hime et Néphritis s'enfuyaient pour échapper à sa session de cours. Perdu dans l'aventure, Néphritis continue son exploration, mais heureusement, Hime la tient en laisse. Rien qu'en croisant le regard de nombreux félins, Néphritis vomit un arc-en-ciel. Elle rejette l'idée que les félins soient mignons et insiste sur le fait que les elfes méritent ce titre. Soudain, l'un des Catfolk demande ce qui ne va pas, et ils admettent qu'ils ont été séparés de leur équipage. Alors elle leur conseille de se diriger vers l'arène. Pendant ce temps, Satou perd presque son sang-froid en réalisant que les filles sont parties, mais il se calme en remarquant que beaucoup de citoyennes de Nidakita le regardent. Marcia explique ensuite que les gens-chats apprécient des hommes plus virils avec des saucisses plus charnues. Alors Satou essaie de jouer les durs, espérant que sa méthode du faire semblant jusqu'à ce que ça marche fonctionnera. Mais ils voient clair en lui et vont directement vers Marcia. Moi, personnellement, je ne tolérerai pas un tel niveau de manque de respect. Les filles s'extasient sur Marcia, demandant si elles peuvent toucher sa saucisse. Par pitié, il leur dit modestement de regarder Satou. Cependant, elle qualifie Satou de gringalet avec un petit crayon, brisant ce qui reste de la confiance du frère. Marcia demande alors où ils peuvent rencontrer la princesse, et les Catfolk les mènent vers l'arène, pensant qu'ils sont venus la courtiser comme beaucoup d'autres. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'arène, Hime donne une collation à Néphritis et la couve. Néphritis dit qu'elle se sent comme avec ses parents, à cause de la façon dont Hime et Satou prennent soin d'elle. Mais Hime annule cette pensée puisque Néphritis est bien plus âgée qu'eux. Néphritis confirme ensuite la jalousie de Hime chaque fois que Satou la couve, et s'émerveille des sentiments de Hime pour lui. Elle admet que son cas est différent parce qu'elle admire Satou. Mais même si elle tombe amoureuse de lui, elle n'est pas sûre que ce serait réciproque. Soudain, un concurrent est expulsé de l'arène et par coïncidence, Satou et les autres arrivent. Hime se précipite pour l'avertir que l'endroit est dangereux, mais les filles chats annoncent que s'ils veulent courtiser la princesse, ils doivent entrer dans l'arène. Ils entrent et regardent Granart écraser un autre concurrent. Elle remarque les bagues de Satou et réalise qu'il est le roi des anneaux, demandant s'il est fort. Ébloui par sa seule présence, le cerveau de Satou peine à traiter ses mots, mais il parvient à peine à esquiver son coup d'épée avant qu'elle ne l'assomme avec le pommeau de son épée d'entraînement. Avant de partir, Granart se moque de sa faiblesse, disant qu'elle s'attendait à mieux et lui dit qu'il peut la défier à nouveau s'il le souhaite, bien qu'ils doivent se rappeler qu'elle a beaucoup de prétendants. Plus tard, Satou s'entraîne avec Marcia pour apprendre les bases de l'escrime afin de pouvoir défier à nouveau Granart. Pendant le déjeuner, un membre du peuple félin explique que le mari de la princesse du feu doit être fort. Et comme la princesse est plus forte que tout le monde dans sa tribu, elle a commencé à chercher des prétendants de toutes les races à travers le monde. Après avoir entendu l'histoire de Granart, Satou se demande s'il peut vraiment la battre, et Alabasta lui dit qu'il ne peut pas avec une épée, mais que c'est possible s'il utilise les anneaux. Satou pense que l'utilisation de la magie ne serait pas juste, mais on lui dit que cela compte parce que la magie est une extension de soi. Plus tard, il regarde Granart battre facilement un autre challenger et y réfléchit dans la salle d'entraînement. Ima arrive, offre ses genoux comme oreiller et l'aide à se détendre en caressant son Johnny. Néphritas les voit et surprend leur conversation.
Après que Satou se soit calmé, Ima lui dit que c'est normal d'être faible et qu'il a juste besoin du pouvoir de l'anneau, donc il n'a pas besoin de se forcer à devenir plus fort. Bien que Satou soit d'accord, il a l'impression que cela le rendra moins cool. Mais Ima dit qu'être un peu moins cool c'est bien et qu'elle aime ça comme ça. Alabasta arrive ensuite, disant qu'il est temps pour l'entraînement de magie, alors Satou part s'entraîner. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il se rend dans un sauna public avec Marka. Là, Marka le félicite pour sa diligence dans l'entraînement à l'épée, et Satou est surpris d'apprendre que Marka est très doué en arts martiaux. Marka explique que ceux qui sont nés de l'empereur doivent exceller en intelligence et en maniement de l'épée, et que son père et son frère aîné sont bien plus remarquables que lui. Curieux, Satou demande si Marka pourrait battre Granard s'il était le roi de l'anneau, mais Marka admet qu'il pourrait encore perdre contre elle dans un pur combat à l'épée. Alors qu'il regarde les autres se faire frotter, une jolie dame apparaît et demande s'ils veulent être frottés. Alors Satou accepte. Coquin, coquin. Malheureusement, un énorme brute apparaît à la place et abîme sa pauvre peau. Peu de temps après, Granard apparaît et demande à Satou de la frotter. Mais quand il hésite, elle lui rappelle qu'il a perdu contre elle et qu'il doit faire ce qu'elle dit. Alors que Satou prend une poignée de ses gâteaux et de ses mamelles, il analyse son corps comme une publicité de supercar. Pendant ce temps, Granard admet qu'elle est fatiguée des défis sans fin et demande s'il est prêt. Elle dit qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à perdre contre lui lors de leur prochaine confrontation si cela signifie accomplir son devoir. En partant, Satou déclare qu'il va gagner, donc elle ne devrait pas lui faciliter la tâche. Elle accepte son pari. Plus tard, Satou s'entraîne sans relâche avec son épée, remarquant qu'il n'a pas été très cool. Satou se réveille avec Néphritas, qui lui sourit après l'avoir aidé avec sa saucisse. Elle s'extasie sur ses abdos, prétendant qu'elle vérifie simplement s'il va bien après tout son entraînement constant pour vaincre la princesse Granard. Néphritas lui assure qu'il peut vaincre Granard s'il utilise le pouvoir de l'anneau et que personne ne le remettra en question, puisque c'est le but de l'anneau. Mais Satou considère toujours cela comme de la triche. Malgré tout, il la remercie de l'encourager et quitte le lit, ignorant ses tentatives pour avoir sa saucisse pour elle seule. Plus tard, Marka entraîne Satou et remarque de grandes améliorations dans son maniement de l'épée. Mais lorsque Satou demande s'il peut enfin toucher Granard, Marka n'est pas d'accord, disant qu'elle est d'une autre trempe. Si Satou peut simplement suivre ses traces, alors il y a peut-être une chance sur 1 million qu'il réussisse à la toucher. Marka lui conseille d'utiliser la bague pour faciliter les choses, mais Satou refuse obstinément et continue de s'entraîner. Pendant ce temps, alors que Ima l'observe, elle surprend 2 servantes disant que Granard apprécie beaucoup Satou et lui a permis de garer sa voiture dans son garage. Bouleversée, Ima réagit de manière excessive, puis s'effondre plus tard sur son lit après avoir réalisé que la logique de la tribu aux oreilles de chat n'était pas si profonde. Pourtant, alors qu'elle imagine Satou explorant ses intrigues, Ima chasse rapidement cette pensée, mais admet qu'elle ne pourra pas l'empêcher beaucoup plus longtemps. Le jour du défi contre Granard arrive, et alors que Satou se prépare à l'affronter pour qu'elle le reconnaisse, tout le monde l'encourage, sauf Ima. Elle observe attentivement, luttant avec la conviction que Satou ne veut les princesses que pour leurs anneaux. Pendant ce temps, un challenger qui a déjà perdu contre Granard trouve un anneau noir qu'il appelle. Au moment où il le touche, il devient possédé et retourne en trompe dans l'arène pour se battre. Les gardes essaient de l'arrêter, mais ils forcent le passage et foncent directement sur Satou pour le tuer. Heureusement, Granard perd son attaque, mais le chevalier possédé invoque des monstres abyssaux dans l'arène. À ce moment-là, les gens aux oreilles de chat passent à l'action, certains combattant les monstres tandis que d'autres évacuent la foule. Laissé face au chevalier, Granard essaie de l'attaquer, mais son arme fond. Satou enchaîne, balançant son épée en bois amplifiée par le vent, mais il est balayé comme une mouche. Granard se précipite pour vérifier son état et lui assure qu'elle s'en occupera. Mais Satou l'avertit que c'est dangereux, puisque son arme n'a pas fonctionné. Pourtant, elle refuse d'abandonner, insistant que c'est son devoir de protéger ceux qui sont plus faibles qu'elle, lui y compris. Déterminée, Satou promet d'attirer le chevalier possédé pour lui donner une ouverture. Elle accepte et il met son plan à exécution en criant au chevalier d'utiliser sa bague. Le chevalier abyssal charge, lançant des flammes sur Satou, mais il endure la chaleur. Au dernier moment, il active la bague de vent, dispersant le feu et envoyant le chevalier voler. Granard enchaîne immédiatement, faisant tomber l'épée de sa main avant de lancer sa propre lame à Satou, lui disant de porter le coup final. Avec l'aide de l'anneau de vent, il tranche le chevalier pour que l'anneau noir tombe et que le chevalier reprenne conscience. Après avoir arrêté le chaos, Granard dit à Satou qu'elle voit son potentiel et envisage de faire de lui son mari. Mais Satou la surprend en refusant la pitié, jurant plutôt de se faire reconnaître par elle dans un duel et sous ses draps. Bientôt, leur duel commence, et Granard surpasse complètement Satou. En plein combat, elle avertit qu'il perdra à moins qu'il n'utilise les anneaux. Pendant ce temps, Néphritas remarque que Ima n'encourage toujours pas et lui dit que Satou se bat pour elle.
Satou dit alors à Granart qu'il ne veut pas utiliser le pouvoir de l'anneau parce qu'il est emprunté, surtout parce qu'il veut avoir l'air cool pour Ima. En entendant cela, Ima l'encourage enfin, promettant de le laisser frapper s'il bat Granart et gagne. Sacré bon marché. Satou s'enthousiasme après avoir entendu cela, mais il entre dans une transe, où les anneaux lui parlent, offrant de révéler les mouvements de Granart et de l'aider à se battre. Satou accepte, et lorsque Granart charge de front, Windlaw Swars, Shakars. Puis, elle disparaît soudainement de sa vue, mais grâce aux anneaux, il remarque qu'elle est au-dessus de lui, et la contre en plein vol. Alors qu'il est déclaré vainqueur, Granart l'embrasse, lui offre son anneau, et le reconnaît comme son mari, l'appelant le premier homme à l'avoir vaincu. Elle lui dit même de comploter des choses avec elle, mais à sa grande surprise, Sato refuse. Lorsqu'elle demande pourquoi, il lui rappelle que Hime a déjà promis de le laisser frapper. Alors après cela, il se dirige directement vers la chambre pour l'applaudir. Enfin, Mais il finit par s'évanouir après avoir senti les atouts de Hime. « Fais-moi une faveur s'il te plaît, sors d'ici !» Le lendemain matin, Hime taquine Sato sur sa performance, mais Néphritis brise son enthousiasme en soulignant qu'il s'est affaissé avant le moment crucial. Et pour aggraver les choses, Granart révèle qu'elle a également regardé tout le spectacle. Ce soir-là, les citoyens de Natikita organisent un banquet, et Granart annonce qu'ils serviront à nouveau sous le roi des anneaux. Sato essaie de confesser à Granart que sa victoire n'était pas entièrement la sienne, mais elle l'interrompt en disant qu'il n'aurait jamais eu la chance s'il avait abandonné tôt, donc elle l'apprécie. Pendant ce temps, Hime devient jalouse en les regardant et finit par s'évanouir après avoir trouvé le bonheur dans une bouteille d'alcool. Sato la porte à l'intérieur, mais alors qu'il s'apprête à partir, elle l'arrête, suppliant d'être rassurée. Il lui dit qu'elle l'a rendu heureux en l'encourageant, puis, timidement, il admet qu'elle devrait reporter la conception de leur enfant jusqu'à ce qu'il soit de retour dans son monde. Elle accepte, le remerciant de l'avoir remonté, et en guise de récompense, elle lui donne un chèque en blanc disant qu'elle fera tout ce qu'il demande. Et bien sûr, le frère joue avec ses seins. Granart, qui observait depuis la touche, perd enfin patience face à la lenteur de Sato. Frustrée, elle se jette sur lui, lui parlant de faire des enfants, et c'est à ce moment-là que les autres princesses réalisent qu'elle a quelques vis desserrées, alors elles l'assomment sur le champ. Le lendemain, le groupe arrive à Mahasa, le pays de l'eau, où Sato apprend que Marsa n'a pas pu les rejoindre malgré son envie de visiter. Sortant de nulle part, une fille court vers Sato après avoir entendu qu'il est le héros de l'anneau. Elle lui offre des fleurs, l'embrasse, et un anneau apparaît à son doigt, signifiant qu'il vient de se marier avec la 4e princesse de l'anneau. Elle rit de l'avoir piégé, puis se présente comme Saphir, la demoiselle de l'anneau de l'eau. Après avoir révélé sa farce et salué le grand sage, Saphir appelle Sato le gouverneur de sa ville et propose de lui faire visiter, avertissant que si elle n'agit pas vite, sa ville périra. Avant qu'il ne puisse continuer, un commandant chevalier impérial apparaît et ordonne à Saphir de retourner au palais, mais elle refuse, déclarant qu'elle est déjà mariée à Sato, le roi des anneaux. Sans hésitation, le commandant ordonne au groupe de Sato de le suivre, et en chemin, il remarque d'innombrables gardes de l'Empire Essaras stationnés dans la ville. Sato apprend que le commandant est Sluder, le premier prince de Essaras et le frère aîné de Marsa, un homme connu pour avoir soumis de nombreuses nations. Saphir ricane, qualifiant l'Empire de force d'occupation qui prétend les protéger des monstres abysses. Granart ajoute que les soldats rassemblent probablement du soutien pour s'opposer à la résurrection du roi Abyss. Lorsqu'ils arrivent au palais, un monstre surgit soudainement du sol. Saphir sourit, se moquant de la prédiction de l'oracle du palais, qui s'est encore avérée juste. Le monstre attaque Sato, mais grâce à l'avertissement de Granart, il utilise les pouvoirs de l'anneau pour le tuer. Témoin de l'exploit, Sluder admet que les vieilles légendes ne sont pas des contes de fées. Peu après, Sato et son groupe sont accueillis au palais, mais au moment où Saphir dit à son père qu'elle a donné sa bague à Sato, l'oracle interrompt. Elle affirme que Saphir a commis une grave erreur, comme elle l'avait prédit, et a apporté la ruine à leur terre. Le roi devient immédiatement frénétique, et l'oracle l'escorte. Laissé derrière, Saphir explique que son père était autrefois un grand roi, mais qu'il dépend maintenant entièrement de l'oracle. Sa sœur jumelle cadette, Saphira, arrive alors après avoir entendu que Saphir a épousé Sato. Elle réprimande sa sœur pour avoir choisi un mari d'apparence si ordinaire. Granart essaie de défendre Sato, mais finit par l'insulter davantage, laissant Hime sauver la situation. Saphir insiste sur le fait qu'elle a épousé Sato uniquement pour que Saphira n'ait pas à le faire. À ce moment-là, Marsa intervient, rappelant à Saphira la promesse qu'il avait faite autrefois. Elle l'interrompt, disant qu'elle ne veut pas entendre sa voix. Blessée, Marsa s'en va en colère. Saphir explique aux autres que Marsa et Saphira se sont juré leur amour autrefois. Choqués, ils ne savaient même pas. Elle commence à raconter l'histoire de Mahasa avec l'Empire Essaras. Il y a longtemps, Essaras a envahi Mahasa après avoir épuisé ses propres territoires. Et comme ils n'ont pas pu gagner directement, ils ont changé de tactique en envoyant Marsa comme diplomate pour infiltrer et apprendre le fonctionnement interne du pays. Pendant ce temps, Marsa n'a pas agi comme on le lui avait ordonné. Plutôt, il est tombé amoureux de Saphira et a juré de revenir pour elle. Cependant, l'Empire l'a rappelé et lui a ordonné de devenir le roi de l'anneau.
Si tout s'était déroulé comme prévu, il aurait pu épouser Saphira, mais il a abandonné son devoir et l'a transmis à un autre. Peu de temps après, l'oracle est apparu et ses prédictions ont commencé à se réaliser. Le roi l'a placé à ses côtés et peu après, les soldats des Saras ont envahi leur rue. Actuellement, Marsa poursuit Saphira, lui disant que ses sentiments n'ont pas changé. Il avoue qu'il a abandonné le rôle de roi de l'anneau parce qu'il se sentait indigne, mais Saphira, qui reste insensible, dit qu'elle ne peut plus le comprendre et s'enfuit. Ailleurs, Sato commence à soupçonner que l'oracle est lié à l'Empire. Saphir est d'accord, mais dit qu'ils ont besoin de preuves pour la démasquer. À ce moment précis, l'oracle ordonne secrètement à des assassins de tuer Sato et de voler ses anneaux, prétendant que c'est pour le bien du souverain. Les assassins s'introduisent furtivement dans la chambre de Sato, bouillonnant de jalousie, pour découvrir que Granart est absent. Elle les attaque soudainement, les assommant tous, et soupçonne immédiatement que l'oracle les a envoyés. Bien qu'ils s'échappent en utilisant de la fumée, Granart conclut d'après leurs mouvements qu'ils viennent de l'Empire. Le lendemain matin, elle informe Sato, et alors qu'il se dirige vers la zone de bronzage, un assassin décoche une flèche sur lui, mais Alabasta l'arrête sans que personne d'autre ne le remarque. Tandis que les princesses, sauf Granart, glissent dans l'eau, Alabasta explique que les Dragonfolk ont besoin de bains de soleil pour réguler leur température. Pendant ce temps, la princesse Cha regarde Sato avec audace et lui dit carrément qu'elle veut consommer leur mariage ce soir. Malheureusement pour elle, Hime entend et bloque immédiatement Sato, se déclarant la première en ligne, Année. Granart n'est pas d'accord avec l'affirmation de Hima pour la première place, arguant que l'ordre devrait être déterminé par leur adhérence. Alors que les deux se disputent, Nefrita se faufile derrière elle pour prendre de l'avance, mais Saphir interrompt, se pavanant avec un maillot de bain qui enfreint toutes les règles du livre. Les autres filles se plaignent immédiatement de sa tenue, mais Saphir s'en moque, leur rappelant que c'est son jardin et qu'elle s'y promène souvent en exhibant ses atouts. Après avoir mis fin à la querelle, Saphir avertit Sato de ne pas baisser sa garde, car l'oracle continuera à essayer de se débarrasser de lui. Plus tard dans la journée, Sato trouve Marka se blâmant pour l'état actuel de Massa. Sato demande pourquoi il n'est pas devenu le roi des anneaux, et Marka avoue que le fardeau semblait trop lourd. Insatisfait, Sato dit que Marka aurait dû s'en charger lui-même, surtout puisque sa relation avec Saphir était en jeu. Mais Marka répond que l'expression sur le visage de Hima, lorsqu'elle a vu Sato se présenter et s'opposer à leur mariage, était une raison suffisante pour qu'il se retire. Il admet qu'il est trop faible pour ignorer les sentiments des gens, contrairement à Sato, qui était prêt à tout sacrifier pour Hima. Se qualifiant d'échec, Marka déclare que Sato est la véritable incarnation du roi de l'anneau. Cette nuit-là, Marka supplie Sluder d'arrêter de se mêler de Massa. Sluder refuse, lui rappelant que c'était la décision de leur père d'envoyer des renforts. Il avertit également Marka qu'il n'a toujours pas été pardonné pour avoir désobéi à l'ordre de devenir roi de l'anneau, donc il doit continuer à rendre compte à l'Empire ou risquer de se retrouver sans foyer. Lors de la réunion, l'oracle confronte Marka en privé. Elle lui ordonne de voler les anneaux de Sato, affirmant que c'est la volonté de son père. Elle dit que la seule raison pour laquelle il est resté aux côtés de Sato est de gagner sa confiance pour pouvoir le trahir. Enfin, elle révèle que dans 3 jours, une armée de monstres attaquera Massa, et Marka devrait profiter de cette occasion pour éliminer le roi des anneaux. Ce n'est que lorsque Marka corrigera son erreur que l'empereur lui pardonnera, et alors seulement il pourra gagner la princesse qu'il aime. Pour que cela se produise, il doit tuer Sato, l'entité étrangère dans leur monde. L'oracle lui remet une épée ancienne censée tordre et déformer le flux de magie, affirmant que le roi des anneaux ne pourra pas le vaincre avec elle. Alors qu'elle part, elle lui dit qu'elle l'attendra pour qu'il revienne avec les anneaux à l'Empire. Le lendemain matin, Marka se demande ce qu'il doit faire et il se souvient des mots de l'empereur disant que sa seule valeur réside dans le fait d'être son enfant. Perdu dans ses pensées, il erre dans le jardin, inconscient qu'une princesse prend le soleil dans la piscine. Lorsqu'elle le voit, elle s'enfuit comme s'il était porteur de malheur. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Et cela lui brise encore plus le cœur. Déprimé, Marka succombe au désespoir et cède à la volonté de l'épée enchantée. Plus tard, Sluder tient une réunion au palais, exposant la stratégie qu'il a conçue contre les monstres prévus par l'oracle. Il ordonne à Sato de garder le palais, et une fois la réunion terminée, Sato sort avec les princesses qui le suivent de près. Hima l'embrasse pour augmenter le pouvoir de son anneau, suivi rapidement par Granart et Nefrita. Pendant ce temps, sur les rives du fleuve, les soldats luttent désespérément contre les monstres, et au palais, une créature abyssale massive émerge de la cascade. Alors que Sato se prépare à l'affronter, Marka l'attaque soudainement avec l'épée enchantée. Grâce à l'avertissement d'Alabasta, Sato évite de justesse la décapitation. Au même instant, un autre monstre apparaît, forçant Alabasta à s'en occuper seul, tandis que Sato affronte Marka. Malgré les efforts de Sato, Marka le submerge rapidement. Réalisant que Marka n'est pas dans son état normal, Sato implore Alabasta pour des conseils, mais le vieux bonhomme cite simplement Korra, lui disant de se débrouiller,
Alors que la bataille continue, Sato essaie de canaliser le pouvoir de son anneau, mais l'épée de Marka éteint la magie. Aussitôt, les anneaux parlent, qualifiant Marka d'échec et exhortant Sato à se donner à fond et à l'éliminer. Sato refuse. Bien qu'incertain de comment combattre Marka sans donner tout ce qu'il a, il réalise bientôt qu'il n'a pas subi une seule blessure grave malgré la supériorité de Marka à l'épée. Il conclut que Marka est toujours lui-même. Alors qu'ils se battent en duel, Saphir se précipite vers les autres princesses, les informant que Marka combat Sato avec l'intention de voler les anneaux. Alarmée, elle court vers le balcon et regarde Marka foncer pour une frappe décisive. À leur grande surprise, Sato abaisse son arme et reçoit une entaille à l'épaule. De l'hésitation de Marka, Sato conclut que son vrai moi reste intact. En le qualifiant de personne gentille, Sato surprend tout le monde alors que Marka s'effondre à genoux. Marka supplie Sato de le tuer, se lamentant que la femme qu'il aime l'a abandonné. Il se qualifie d'échec, indigne en tant que prince, et se lamente même d'avoir blessé Sato. Mais Sato le remercie au lieu de cela, disant que c'est grâce à la gentillesse de Marka qu'il est arrivé jusqu'ici. Se rapprochant, Sato déclare qu'il deviendra la valeur de Marka et qu'il a besoin de lui à ses côtés pour remplir son rôle de roi des anneaux. À ce moment-là, l'anneau ordonne à Sato de détruire le joyau incrusté dans l'épée enchantée. Sato balance et le brise, déjouant le plan de l'oracle. La sorcière maudit amèrement, traitant tous ses pions d'inutiles pour avoir échoué à tuer Sato. Mais avant que le soulagement ne s'installe, les monstres échappent au contrôle d'Alabasta et se jettent sur les princesses. Granart tranche un tentacule, mais un autre saisit Saphir et la viole plus brutalement que n'importe quel succube. Soudain, l'oracle apparaît devant eux, et il conclut immédiatement qu'elle est le cerveau derrière toutes les attaques de monstres. Elle saisit Sefer en otage, forçant Marka à avancer. Acceptant qu'il ait autrefois ressenti du ressentiment envers Sato, Marka choque tout le monde en demandant à Sefer de l'épouser. Dans ce moment de surprise, l'oracle baisse sa garde, donnant à Sato l'occasion de trancher le tentacule du monstre et de libérer Sefer. Marka la rattrape dans ses bras, mais elle le réprimande, disant qu'il est injuste de proposer alors qu'ils sont pris dans une telle situation. Enragé, l'oracle se fusionne avec le monstre, le transformant en une abomination hideuse pour les détruire. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, Sefer traite Sato d'imbécile pour être trop gentil, puis dépose un baiser sur sa joue. Avec cela, le quatrième anneau s'active, et Sefer se transforme en un dragon d'eau colossal, dévorant le monstre aussi facilement que s'il s'agissait d'un veau. Quoi? Horrifiée et réalisant qu'elle n'avait aucune chance, l'oracle s'enfuit. Sato, quant à lui, manque de salir son slip en suppliant Sefer de revenir à sa forme humaine. Elle s'exécute, mais dans le processus, perd ses vêtements, révélant toute son intrigue. Marka s'excuse alors auprès de Sato, et ils se serrent la main, rétablissant ainsi leur amitié. Plus tard dans la journée, le roi s'adresse à Sado et à son équipage, les remerciant d'avoir sauvé sa ville. Il les informe qu'il prêtera sa force pour combattre le roi Abyss. Il remercie également les princesses d'avoir aidé à repousser les monstres, mais promet de gérer les choses lui-même. Et si une nation a de nouveau besoin de leur aide, il fera appel à eux. Le roi s'excuse ensuite auprès de Saphir pour les ennuis qu'il lui a causés et félicite Sado, disant qu'il est un bon mari. Mais Saphir objecte, le traitant d'imbécile avec des pouvoirs magiques. Marka, quant à lui, se présente comme le chevalier du roi des anneaux et demande au souverain la main de Saphir en mariage. Le roi s'excuse de ne pas avoir remarqué la douleur de Saphir plus tôt et accepte leur union. Alors que tout le monde se réjouit de leur retrouvailles, Ime devient jalouse, souhaitant que les choses aient pu se passer ainsi pour elle. Marka passe ensuite le relais à Sado en disant que c'est à lui. Au début, Sado a du mal à trouver les bons mots, mais il réalise ensuite le nouveau couple a déjà consommé leur mariage. Alors que Sluder sort du palais, Marka l'appelle. Sluder dit à Marka qu'il retourne à la capitale impériale pour découvrir la vérité derrière le mystère liant l'oracle et les monstres à l'Empire. Il dit ensuite à Marka de rentrer chez elle un jour, promettant qu'il l'attendra. Pendant ce temps, l'empereur Azaras parle avec l'oracle après avoir entendu parler de son échec à capturer Marka. Elle s'approche de lui, essayant de le persuader de s'allier avec elle pour qu'il puisse conquérir de nombreuses nations. Mais lorsqu'elle tente de sonder ses désirs, il la coupe instantanément. Il l'informe qu'il ne l'a divertie que parce que leurs intérêts étaient autrefois alignés, mais que cela est maintenant terminé. Ce n'est plus l'ère des dieux pour régner, déclare-t-il, mais celle des hommes. Et pour cette raison, il jure d'exterminer quiconque interférera, que ce soit le roi Abyss ou le roi Anneau. Les 4 princesses coincent Sado sur son lit et exigent qu'il lâche prise et les laisse faire le travail à sa place. Alors qu'ils se battent pour savoir qui devrait prendre la tête, Sado, dont l'instinct crie de joie en vivant le rêve, fait volte-face en leur disant qu'il est de nature monogame. Im se réjouit, mais les autres s'en moquent et veulent qu'il les utilise, peu importe comment, pour soulager sa saucisse.
Instantanément, Granard se jette sur lui comme un tigre, révélant sa poitrine et lui demandant de prendre le contrôle. Il voit alors deux autres princesses attendant qu'il gare son camion dans leur garage. Et tandis que toute l'énergie maudite afflue dans son pantalon, il déglutit en voyant Haim dégoûté par le fait qu'il essaie de partager sa saucisse personnelle avec d'autres. Le lendemain matin, Sado se réveille à côté de ses épouses. Alors il demande à Im de sortir avec lui pour un rendez-vous, lui disant qu'ils sont restés enfermés dans le palais depuis leur arrivée au pays de l'eau. En entendant l'idée, Nefritas se réjouit, pensant que ce sera un rendez-vous de groupe, mais Sado la met de côté. À sa surprise, Granard et Saphir lui demandent de faire ce qu'il veut, sans se plaindre de vouloir les accompagner. Un peu plus tard, alors que Im se douche, elle s'émerveille du savon pour le corps que Saphir lui a donné et imagine Sado utilisant la mousse comme de l'huile pour bébé. Peu de temps après, Sado rencontre Alabasta pour de l'argent, et il lui en donne plus, lui conseillant de passer la nuit seule avec Hime. Le couple sort, et alors qu'ils profitent de la visite de la ville, Granard et Nefritas les suivent. Ils impliquent également Saphir dans leur plan, l'empêchant de se relâcher. Malheureusement pour Sado, les habitants interrompent son rendez-vous en lui offrant des cadeaux et en demandant son autographe. Cependant, Hime aime qu'il n'agisse pas comme le roi des anneaux et se comporte simplement selon son âge. Alors elle sourit et le chouchoute passionnément. Nefritas les observe et admet qu'elle est jalouse et triste, mais Granard la réprimande, lui rappelant que Sado vient d'un monde monogame. La femme chat qualifie la monogamie de croyance et note que, bien que les lois dans leur monde soient différentes, ils peuvent simplement changer de croyance. Il regarde Sado emmener Haim dans un parc d'attractions pour se rendre compte un peu trop tard que c'est un parc pour amoureux. Saphir, quant à elle, dit aux autres que le parc a une légende selon laquelle les couples qui s'y embrassent sont unis pour toujours. Granard se met immédiatement en colère car elle ne veut pas être négligée, mais Nefritas la calme et il regarde pour voir si Sado embrassera Haim. Inconscient du fait qu'ils sont observés, Sado voit Haim attendre qu'il initie le baiser, et alors qu'il s'approche d'elle, il recule, embarrassé et ne voulant pas le faire en public. « Allez, mec !» Alors elle le taquine et il admet intérieurement qu'il est profondément amoureux d'elle. Voyant qu'aucun progrès n'a été fait, les filles laissent le couple et Nefritas rigole car c'est la première fois qu'elle sort avec des amis. Saphir lui rappelle alors la différence d'âge entre elles, ce qui fait que Nefritas se sent comme une vieille sorcière. Im remarque que les filles reviennent mais ne dit rien à ce sujet, et alors qu'elle continue son rendez-vous avec Sado, ils finissent par s'asseoir dans le champ et discutent de la façon dont leurs mondes ne sont pas si différents. Elle rit du fait qu'elle n'aurait jamais pensé que son béguin deviendrait le héros. Peu après, alors qu'ils retournent au palais, Jaime lui demande pourquoi il l'a invité à un rendez-vous, puisqu'ils n'en ont jamais eu dans leur monde, et il répond que c'est parce que leurs sentiments sont enfin réciproques. Cependant, on dirait qu'ils n'ont rien fait de typique des couples, donc cela ne compte peut-être pas comme tel. Sado se souvient alors avoir voulu passer du temps avec elle et elle semble heureuse à ce sujet, mais elle lui dit de ne pas le refaire car cela signifie négliger les autres épouses. En entendant Hime admettre qu'elle est heureuse qu'il lui accorde un traitement spécial, mais en disant que c'est épuisant, Sado lui crie dessus, lui rappelant qu'elle est sa numéro 1 et qu'il ne parle pas d'ordre, la qualifiant de celle qui est faite pour lui. Son cœur s'emballe, mais elle se sent triste en disant que les choses ne peuvent pas être ainsi et lui rappelle que toutes les autres princesses remplissent leurs devoirs et sont déterminées à être avec lui. Donc il ne devrait pas négliger leurs sentiments. Sado serre le poing et lui dit encore une fois qu'elle est la seule pour lui. Il la plaque contre un mur et l'embrasse, la serrant dans ses bras en même temps, et elle lui rend son étreinte. Après le baiser, il s'apprête presque à partir chercher du lait, mais elle l'arrête en disant qu'elle ne veut pas retourner au palais, lui rappelant qu'elle est la seule pour lui, ce qui envoie du sang dans son petit Johnny. Mon heure est venue. L'esprit de Sado commence à s'agiter alors qu'il se demande quoi faire, et une aubergiste qui les entend suggère qu'ils passent une nuit ensemble dans son auberge. Gêné, Hime décline l'offre et propose de retourner au palais. Ils suivent sa suggestion et plus tard dans la journée, Alabasta et Marca tiennent une réunion avec Sado et les princesses, informant Saphir qu'elle doit quitter le pays des eaux et suivre Sado. Saphir se plaint comme un enfant qui doit aller à l'école et appelle Sado le roi du harem, mais elle finit par accepter après avoir taquiné Saphir. Plus tard, Saphir parle en privé à sa sœur et s'excuse que Marca ne restera pas avec elle. Mais comme une adulte, Saphir comprend. Elle assure à Saphir qu'elle protégera leur terre et demande ensuite à Saphir de prendre soin de Marca pendant leur voyage. Les jumelles se serrent dans les bras et Saphir rejoint Satu dans son voyage vers le pays de la terre. En chemin, Nefritis leur dit ce qu'elle sait jusqu'à présent en disant que la capitale, Idanokun, est habitée par des nains. Alors qu'ils s'aventurent dans les terres, Saphir les informe que les nains ont été anéantis lors de la précédente bataille avec le roi des abysses et que le reste d'entre eux s'est isolé profondément sous terre jusqu'à leur mort. Inquiet, ils demandent à Alabasta comment il compte trouver la princesse de la Terre, mais il leur dit qu'il n'en a aucune idée. Plus tard, ils arrivent à la montagne et se rendent à leur destination à pied.
Environ 3 jours plus tard, ils s'aventurent dans les montagnes mais ne voient aucun signe des nains. Ils commencent à se plaindre mais Satou les rassure en disant que Saphir peut s'occuper de tous les monstres qui croisent leur chemin grâce à sa transformation. Elle éclate sa bulle en lui disant la tension et les effets qu'elle subit après chaque transformation et elle a du mal à croire qu'elle est associée à des princesses incompétentes. Ils poursuivent leur voyage et montent une tente plus tard dans la nuit. Mais alors que les autres dorment, Satou reste de garde avec Alabasta et lui demande s'il est utile de garder les alliances puisque les gens de l'Empire prévoient de combattre le roi des abysses sans compter sur le pouvoir des anneaux. Alabasta explique que le monde est vaste et que tout le monde ne croit pas aux mêmes critères, donc c'est normal de s'y attendre. Il avoue ensuite qu'en se basant sur ce qu'il a entendu jusqu'à présent, le pouvoir du roi des abysses est incommensurable et il n'est pas sûr que l'Empire puisse l'arrêter. C'est pourquoi Satou aura un rôle à jouer. Le sage soupçonne qu'il y a une possibilité que le 5e anneau vienne à eux si la résurrection du roi des abysses se déroule selon la légende. Après avoir remonté le moral de Satou et l'avoir envoyé se coucher, Alabasta se dénigre. Le lendemain, ils arrivent à Idanokan et voient des fossiles de monstres abyssaux éparpillés à travers la capitale. La ville décapitée semble abandonnée depuis des centaines d'années, et tandis que Ima dit qu'elle n'aime pas le silence, le rat de bibliothèque, lui, l'adore. Saphir, en revanche, se comporte comme une enfant gâtée et demande à Granard de veiller sur elle, mais Granard choisit de la porter pendant qu'il cherche la 5e princesse. Alors qu'ils poursuivent leurs recherches, Ima sent une présence inconnue à proximité, mais continue avec le reste du groupe après avoir échoué à repérer la silhouette. Il se dirige vers une salle du trône et Satou panique presque en voyant un cadavre de golem. Mais Alabasta l'éduque, appelant le golem une marionnette qui ne peut pas fonctionner sans magie. Néphritis les informe alors qu'elle a appris que les nains ont construit une civilisation qui fonctionnait à la magie, et sont une race qui a tout consacré à perfectionner leur maîtrise de la forge. Ils pouvaient manipuler des machines sorcières comme des armes et étaient plus avancés que les autres races. Après avoir cherché partout, le sage conclut qu'ils devront aller sous terre pour trouver l'anneau. Soudain, la marionnette bouge et attaque Satou, mais il l'évite et la frappe en retour. Confus, il demande à Alabasta pourquoi la marionnette peut bouger, mais il réalise qu'elle porte un anneau de l'abîme. La marionnette se plaint au nom des nains, demandant pourquoi leur race a été la seule à être anéantie. Alors elle jure de se débarrasser des autres. Avec son anneau, il érige une barrière emprisonnant Satou avec lui et tenant les autres à l'écart. Il se jette immédiatement sur Satou en l'appelant un étranger qui n'a rien à faire dans leur monde. Mais Satou refuse, en disant que tant que c'est le monde de Ima, c'est son devoir de le protéger. À cet instant, Alabasta brise la barrière et Ima saute pour embrasser Satou. Instantanément, ses sabres brillent et il charge le pantin, mais celui-ci crée un autre mur de terre pour l'intercepter. Le sabre coupeur de roche de Satou découpe facilement le mur et tue le pantin. Soudain, une voix résonne depuis l'anneau noir, disant que le moment de la résurrection du roi ancien est venu. L'anneau disparaît avec tous les autres anneaux noirs autour des royaumes et ils apparaissent immédiatement sur les doigts du roi des abysses dans une dimension séparée. En conséquence, plusieurs portails s'ouvrent et des monstres abyssaux en émergent. Le groupe se retire rapidement à l'extérieur pour étudier et élaborer une stratégie pour combattre les créatures. Mais en arrivant, ils voient le temps assombri et de multiples hordes de créatures en embuscade. Satou demande immédiatement à Saphir de se transformer et de combattre leurs ennemis. Mais elle révèle qu'en raison du mauvais temps, elle est aussi inutile que Sakura. Alabasta les encourage alors à affronter les monstres de front et ils en abattent beaucoup. Mais après un moment, Satou perd ses forces et remarque qu'il n'y a pas de fin aux créatures. Alors Alabasta crée une diversion avant d'initier une retraite pour le groupe. Alors que Satou essaie de reprendre son souffle, Alabasta alerte le groupe en voyant un énorme portail d'où sortent des masses d'orques abyssaux, et il admet que le roi des abysses a ressuscité. Il tombe à genoux en déclarant qu'il a perdu le pari parce que Satou ne peut pas vaincre le roi des abysses sans le 5e anneau. Soudain, Satou sent le roi des abysses et il panique, exhortant à fuir et à essayer de trouver l'anneau de la terre. Mais Alabasta lui dit qu'il est trop tard car il n'y a aucun endroit où ils peuvent aller que le roi des abysses ne les trouvera pas. Sans perdre complètement espoir, Alabasta ouvre la porte pour les transporter tous sur Terre. Mais alors qu'un monstre essaie de le croquer comme une barre de chocolat, Marca le protège. Le sage s'excuse alors que les choses ne se passent pas comme prévu, et il demande à Satou de libérer les filles du destin de l'anneau. Avec cela, il les téléporte sur Terre et reste avec Marca pour repousser les monstres à proximité. Après avoir été transportés sur Terre, les princesses essaient de vivre une vie normale et s'habillent comme des humains normaux. Heureusement, les humains pensent qu'elles font du cosplay, donc ils ne prennent pas cela au sérieux. Une fois, dans un restaurant, ils parlent de la voie à suivre et Satou dit qu'ils n'ont aucune piste pour retourner dans leur monde et il est d'accord avec eux. Certains d'entre eux s'accrochent à l'idée que leurs nations iront bien, mais Saphir, la rabat-joie, leur rappelle la réalité. Pourtant, Granard dit qu'elle n'a pas abandonné, mais a aussi envisagé le pire des scénarios. Elle réprimande ensuite Saphir pour avoir de l'appétit malgré leur situation.
En voyant la princesse de l'eau consommer des sucreries à un rythme effréné, Satou pleure son portefeuille, mais Sima promet de l'aider. Saphir admet sa frustration face à leur situation et promet de ne pas abandonner la recherche d'un moyen de retour, alors Satou lui demande comment, et elle dit qu'ils doivent simplement chercher des endroits denses en magie. Après une journée de recherche, les filles se détendent dans une source chaude. Granard déclare alors que son nouvel objectif est d'avoir de nombreux successeurs Nekomimi, tandis que Néphritas jure de toucher de l'herbe. Elle rappelle ensuite à Hime son objectif, qui est de faire avancer sa relation avec Satou en disant qu'elle leur a promis. Plus tard dans la nuit, les autres princesses restent dans l'appartement de Hime pendant qu'elle reste avec Satou. Inquiet, il lui demande comment elle va s'en sortir, mais elle révèle qu'Alabasta lui avait laissé une lettre et de l'argent au cas où les choses tourneraient mal. Par coïncidence, toute l'aventure s'est déroulée pendant les vacances d'été, et après leur retour au Japon, Satou et Hime reprennent l'école. Hime, qui avait menti en disant qu'elle voyageait à l'étranger, explique à ses camarades de classe qu'elle a eu des ennuis, donc elle est de retour au Japon. Quant à Satou, il soupire, car il ne s'attendait pas à retourner à l'école. Les jours passent, et Néphritas s'habitue à la bibliothèque de la ville, tandis que Granard se lie d'amitié avec beaucoup de chats du quartier, contrairement à Saphir, qui reste à la maison et est constamment perdu dans ses pensées. Une nuit, Satou se faufile dans la forêt et déplore leur situation, mais Haim le suit, demandant pourquoi il sort constamment la nuit. Il avoue qu'il n'aime pas le destin de la princesse, et Haim lui rappelle alors Alabasta, lui demandant de les libérer de leur destin. Elle le serre dans ses bras et lui dit de trouver le bonheur avec elle. Satou la repousse, et alors qu'il se décide à dire quelque chose, une lumière vive émane soudainement du sanctuaire voisin, et une fille en tombe. Elle se lève et appelle Satou le roi de l'anneau, disant qu'elle l'a attendu si longtemps. Mais en voyant Hime s'accrocher à lui, la fille se retourne pour leur donner de l'intimité. Rapidement, il la rappelle, et elle révèle qu'elle est Amber, la protectrice de l'anneau de la Terre. Choqué, Satou demande si la princesse de la Terre était dans son monde depuis le début, et Amber explique ce qui s'est passé après la dernière bataille avec le roi Abyss. À l'époque, les nains l'ont créé profondément sous terre à Adanokan et lui ont confié l'anneau de la Terre, un vaisseau répliqué de la princesse naine qui résisterait à l'épreuve du temps. Actuellement, elle s'approche de Satou et propose de s'allier avec lui pour qu'il puisse arrêter le roi Abyss. Mais à leur surprise, Hime lui crie d'arrêter. Elle pleure, disant que leur monde, Arnulus, est perdu parce que le roi Abyss est revenu et c'est pour cela qu'ils ont été renvoyés sur Terre. Donc il n'y a aucune raison pour que Satou retourne. Réalisant que le roi Abyss s'est déjà réveillé, Amber dit à Satou qu'elle l'attendra dans le sanctuaire au cas où il changerait d'avis. La nuit suivante, pendant que le groupe dîne, Granard se plaint de s'ennuyer. Elle mentionne que Néphritas et Saphir ressentent la même chose. Saphir demande alors où Satou et Hime sont allés la nuit dernière, alors Hime leur ment sans mentionner leur rencontre avec Amber. Plus tard, après que les princesses se soient endormies, Satou la confronte pour ne pas leur avoir parlé d'Amber, mais Hime exprime son inquiétude. Incertain de pouvoir vaincre le roi Abyss, elle dit qu'il vaut mieux qu'il reste sur Terre. Pendant ce temps, Granard, qui n'est pas endormi, les écoute attentivement et n'est pas surprise par la décision de Hime. Le lendemain, sur le chemin de l'école, après que Haim ait quitté Satou, Amber le surprend en surgissant des buissons. Elle l'informe ensuite que quelqu'un est venu au sanctuaire la chercher, mais qu'il cherchait simplement le bonheur. Plus tard dans la soirée après l'école, elle rencontre Satou dans un magasin de fruits bon marché, et elle lui conseille de prendre des pommes. Plus tard dans la nuit, il se rend à son sanctuaire, et elle apparaît, l'informant qu'elle peut le renvoyer à Arnulus une fois qu'il prend son anneau. Le soir suivant après l'école, Amber le rencontre sur le toit de l'école. Après avoir appris que Hime est rentré tôt, elle lui demande s'il prévoit de retourner à Arnulus dès que possible, mais il lui dit que l'expression sur le visage de Hime l'a découragé. Amber l'informe que le pouvoir de l'anneau est absolu et qu'il peut sceller le roi Abyss avec eux. Surpris, il lui demande pourquoi elle en est certaine, et elle dit que c'est ce qu'on lui a appris et pourquoi elle a été créée, puis explique que les princesses existent pour aider le roi des anneaux à vaincre le roi Abyss et que ce n'est pas une petite tâche. La déclaration suscite une réponse en lui et il lui demande de lui donner son anneau. Heureuse, elle marche vers lui et l'embrasse après avoir vu sa détermination, et il obtient le dernier anneau. Plus tard dans la soirée, il retourne à son appartement, et Hime lui saute dessus comme une assoiffée après avoir vu le monstre qu'il cache. Elle remarque alors le 5e anneau sur lui, et il l'informe qu'ils retourneront à Arnulus. Instantanément, elle éclate en larmes, en s'inquiétant qu'il meure dans son monde, mais il lui rappelle comment elle a jeté des décennies d'amitié pour accomplir son devoir. Satou continue en disant que malgré le souhait d'Alabasta que les princesses se débarrassent de leurs devoirs liés aux anneaux, il l'interprète comme la fin de la guerre pour de bon. Il la rassure en lui disant qu'il ne perdra pas et qu'elle est la seule pour lui. Convaincu, Hime exprime son soulagement et lui demande de remplir ses devoirs de mari avec elle. Qu'aucun,
Coquin. Alors il enfouit ses mains dans ses seins et essaie de faire passer leur relation au niveau supérieur. Malheureusement pour eux, Amber apparaît, annonçant qu'elle a terminé un sort de téléportation qui les ramènera à Arnulus. Réalisant qu'elle est arrivée au mauvais moment, Amber les informe que le portail va bientôt se fermer, donc ils doivent décider rapidement. Satu se prépare à réveiller les autres, mais à sa surprise, Granart fait irruption dans la pièce en portant les autres filles. Ime s'excuse après avoir réalisé que Granart était consciente de son égoïsme, mais Granart ne lui en veut pas. Saphir se réveille après avoir vu la lumière vive et une fois qu'elle voit Amber et apprend qu'ils peuvent retourner à Arnulus, elle pleure de joie. En moins d'1 minute, ils quittent la pièce et se dirigent vers Arnulus. Satu et les princesses arrivent à Idanokon, à Arnulas. Amber cherche des signes de vie à proximité mais ne détecte rien, alors elle allume son gemme et l'utilise comme lampe pour les guider. En quittant la salle du trône, ils trouvent les cadavres de soldats impériaux éparpillés sur le sol. Suivant les sens de Granart, ils continuent et finissent par apercevoir des soldats luttant encore contre des orques abyssaux loin devant. À ce moment-là, les anneaux de Satu s'illuminent, car il peut sentir la présence du roi des abysses. Il regarde les soldats lancer des flèches sur le Seigneur des Ténèbres, mais le roi des abysses les repousse sans effort. Satu se prépare à l'affronter, et Amber indique rapidement un chemin caché qu'il peut emprunter pour frapper par surprise. Avant qu'il ne parte, les princesses lui apportent leur soutien sincère, l'embrassant et promettant des récompenses ludiques une fois la guerre terminée. Avec son esprit ardent et Magnus en main, Satu charge à travers le flanc de la Horde, se frayant un chemin jusqu'à se retrouver face à face avec son ennemi juré. Le roi des abysses l'accueille avec une froide amusement. Satu répond par un puissant coup de dessus, mais le Seigneur des Ténèbres le pare avec aisance. Puis les anneaux de pouvoir parlent en fusionnant en un seul, libérant une vague d'énergie écrasante. Satu canalise cela dans un coup puissant, frappant de toutes ses forces. L'explosion de force anéantit toutes les créatures à proximité, mais lorsque la poussière se dissipe, le roi des abysses est toujours debout. Même l'anneau unifié est stupéfait par sa survie. Épuisé, Satu s'effondre, seulement pour entendre le roi des abysses se moquer de lui, comme d'une autre marionnette ignorante. Saphir s'effondre de désespoir, se demandant pourquoi la prophétie a échoué, mais Granart se précipite pour protéger Satu. Amber rallie Haim, promettant qu'ils ne le laisseront pas mourir. Pendant ce temps, le roi des abysses soulève Satu et tente de le noyer dans le vide, mais Granart frappe le Seigneur des Ténèbres, tandis que les autres tirent Satu en sécurité. En réponse, le roi des abysses invoque une autre vague de monstres. Ils se battent désespérément pour les repousser, bien que Granart soit presque maîtrisé avant qu'Amber ne la sauve. Satu essaie de convoquer son anneau une fois de plus, mais sa force le trahit et il perd connaissance. Lorsqu'il ouvre les yeux à nouveau, il dérive à travers des fragments de mémoire. Un instant, il est sur le toit de son école. Puis soudainement, un anneau de l'abîme l'appelle, le remplissant d'une douleur insupportable, comme s'il se noyait. Une main s'étend depuis le vide, cherchant à s'emparer de sa vie. Puis, un souvenir d'enfance de Im scintille devant lui, et il se réveille sur le dos d'un oiseau géant. En voyant Alabasta, Satu suppose qu'il est passé de l'autre côté, mais Alabasta le corrige. Il regarde autour de lui et trouve sa fiancée en sécurité. Alabasta explique qu'il a ouvert une brèche pour les éloigner du roi de l'abîme. Marcia est également en vie, grâce à Smaragdi, la femme qui se tient derrière lui, qui les a aidés à s'échapper pendant la bataille. Avec le roi de l'abîme blessé, les monstres se sont retirés, leur accordant un bref répit. Alabasta loue les efforts de Satu et rapporte que chaque nation combat les hordes de monstres qui émergent à l'intérieur de leurs frontières. Bien que la situation soit chaotique, les nations restent fortes. De retour à la capitale, Satu fait face aux citoyens et leur jure avec une détermination renouvelée qu'il sauvera le monde. Plus tard, Saphir se tourne vers Alabasta, demandant pourquoi ils ont échoué à vaincre le roi des abysses, même après avoir uni les 5 anneaux. Alabasta admet qu'il ne sait pas. Ce n'est que lors de son voyage avec eux qu'il a appris l'existence des anneaux noirs portés par le roi des abysses. Ambre confirme qu'elle n'avait aucune idée qu'une telle chose existait. Perdu et incertain, Saphir demande aux sages ce qu'ils doivent faire ensuite. Alabasta explique qu'avant leur prochaine bataille, ils doivent extraire davantage du véritable pouvoir des anneaux. Et pour cela, Satu devra approfondir ses liens avec les princesses des anneaux, même si cela signifie pousser son corps et son équipement à leurs limites. Marcia les rejoint bientôt, soulagée de les voir en sécurité. Alabasta s'adresse ensuite directement aux princesses, leur disant de chercher la force digne d'être les épouses du roi des anneaux afin qu'elles puissent se tenir à ses côtés au combat. Avec un sourire prudent, il appelle ce processus l'entraînement des épouses. Cette nuit-là, une servante escorte Satu jusqu'aux chambres de ses épouses. Lorsqu'il ouvre la porte, la vue devant lui envoie des étincelles directement à sa saucisse, alors Granart lui dit audacieusement de recharger son énergie. La simple pensée de passer une nuit blanche embrouille tellement le cerveau de Satu qu'il en grille presque ses circuits primitifs. Le lendemain, Satu se promène avec Ime à travers la capitale silencieuse. Elle partage qu'elle a également commencé sa formation de mariée et demande s'il est tranquille pendant qu'elle y met tout son cœur.
Elle le conduit à la tombe de ses parents, où elle dépose doucement des fleurs. Hime lui dit que ses parents sont morts en la protégeant quand elle était petite et qu'elle a une sœur cadette quelque part à Arnulas, mais elle ne sait pas où. Prenant les mains de Satu, elle s'adresse à la tombe, l'appelant son mari et le remerciant de l'avoir aidé à rentrer chez elle. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'Alabasta et les autres princesses écoutent discrètement à proximité. Enfin, Alabasta brise le silence, disant à Hime que son professeur de magie arrivera bientôt. Et justement, comme par hasard, une mage beaucoup plus jeune apparaît, se présentant comme Moria Rovri, la sœur cadette de Hime. Cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'ici, confondons les faux amateurs d'anime en écrivant Saint-Rose dans les commentaires. Assurez-vous de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et donnez-moi 10 likes pour que je poste sans faute. Aussi, si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez la prochaine vidéo, vous pourriez bien l'adorer. Paix.